Bonsoir à ceux et celles qui sont présents ici et ceux et celles qui nous regardent de l'autre côté de leur ordinateur pour cette retransmission de cette soirée autour de Rencontrer l'Histoire avec Patrick Boucheron, Joël Gaillot. Rencontrer l'Histoire qu'on est à son 3e cycle, qui a été dont la dernière intervention, je crois, était le 2 octobre ou le 3 octobre. Et puis là, on est content de pouvoir reprendre un peu la suite de cycle. On se disait que ce 2 octobre semblait très très lointain, en effet. On va rejoindre un petit peu le thème de la soirée, peut-être. Savoir que on est dans un temps un peu particulier. Le TNB en ce moment est fermé, mais fermé au public. Il n'est pas fermé. Il y a une activité importante en ce moment au TNB, des résidences de création, des spectacles qui se répètent et sont filmés parce qu'ils ne peuvent pas être représentés devant des gens. L'école aussi qui a son activité. Et puis la pensée qui continue à être active aussi, qui ne s'est pas arrêtée elle pendant ces temps un peu compliqués où on prévoit des spectacles qui finalement ne se jouent pas, qui vont être reportés. Des spectacles déjà reportés sont à nouveau reportés. Des créations se répètent et en même temps ne sont pas jouées, donc restent dans des espèces de limbes, puisqu'elles n'existent pas finalement tant qu'elles n'ont pas rencontré le public. Mais on espère qu'elles auront un moment lieu. Des compagnies, des artistes, des intermittents sont en attente de savoir si d'ici quelques mois ils vont jouer ou non. Et cet état très très inconfortable, cet état à la fois d'attente, de projection dans l'avenir, et en même temps avec le sentiment que avant même que ça ait été fait, c'est déjà fini, nous met dans un temps particulier. Et c'est peut-être autour de ça que cette soirée va tourner, autour de notre façon en tout cas d'appréhender ce temps nouveau, ces temporalités nouvelles qui nous tient un peu en suspens. Voilà, je vais laisser Joël présenter un petit peu le cours de la soirée. Merci beaucoup Patrick d'être là et de continuer avec nous ces rencontres et histoires qui sont très importants. Merci à toi, merci à vous. Et on vous laissera un petit peu de temps pour poser des questions ensuite. Voilà. Oui. Merci. Merci Arthur. Oui, effectivement, dans le dernier quart d'heure, si vous êtes derrière vos écrans en train de suivre ce Facebook Live et que vous décidez d'envoyer des réactions, des remarques, des questions adressées à Patrick, elles seront relayées par Ludivine de l'équipe du TNB. Et puis il y a aussi dans la salle les élèves de l'école du TNB qui sont bien masqués et bien à distance, mais qui sans doute aussi auront des questions à poser à Patrick Boucheron sur le dernier quart d'heure. Alors, Arthur a ouvert cette rencontre en parlant effectivement de cette complexité du temps et des temporalités dans lesquelles nous évoluons depuis maintenant quasiment un an, puisque ça a démarré au mois de mars 2020, cette histoire, en tout cas en France. La dernière fois que tu es venu, Patrick, ici au Théâtre National de Bretagne, en octobre, donc tu avais raconté un rêve. Tu avais raconté le rêve d'une petite fille qui rêvait qu'elle revenait en classe une fois l'été passé et que, à sa grande stupeur, rien n'avait changé. Le cours était le même, le professeur était le même. Sans le savoir, cet enfant avait redoublé. Et j'avais trouvé cette image d'un redoublement subi et non choisi, tout à fait frappante, parce qu'au fond, il induisait que l'histoire bégayait. Ce qui m'a amené finalement à me demander quel allait être à nous, individus, mais aussi au théâtre, aux spectateurs, quel allait être ce qu'on allait faire une fois finie cette pandémie. Je mets tout ça très entre guillemets. Et avec cette pandémie, une fois finis ses corollaires, c'est-à-dire le couvre-feu et le confinement, toutes ces mesures qui créent actuellement, Arthur s'en faisait d'une certaine manière le passeur, une sorte d'ellipse dans laquelle s'engouffrent à la fois nos projets, avortés, peut-être nos désirs et sans doute aussi, malheureusement, la plupart de nos espoirs. Est-ce qu'on va reprendre à l'identique le cours de nos vies ? Est-ce qu'on saura faire du futur que nous espérons un présent qui avance plutôt que d'en faire un présent qui bégaie ? Et au fond, finalement, est-ce que l'histoire de l'humanité où les épidémies très régulièrement sont venues frapper à la porte des sociétés, est-ce que c'est pas cette histoire même qui est susceptible de bégayer ? Là, je m'adresse à toi, Patrick, en tant aussi que spécialiste de la peste noire de 1348. Depuis le début du mois de janvier, tu consacres ton cours à cette peste. Et évidemment,
partant de cette peste, tu dérives bien évidemment sur toute autre sorte de peste, d'épidémie et de champ disciplinaire. Et ma première question, elle était celle-ci. Est-ce que le fait d'inaugurer ce cours sur la peste noire au Collège de France, qui est d'ailleurs visible, je le dis, en accès libre, gratuitement sur le site du Collège de France, hein, vous le retrouvez sur le site, ce cours, est-ce que ça te place au moment même où il y a cette crise Covid dans un endroit de trouble, voire même d'embarras, ou alors au contraire de lumière? Oui, au point d'ailleurs que j'ai hésité vraiment à faire ce que j'avais prévu de faire depuis longtemps. Parce que ce cours sur la peste noire, il était prévu depuis plusieurs années. Ça fait partie des choses sur lesquelles je travaille et il y avait un chemin particulier qui m'y avait amené, qui est personnel, qui est singulier, qui est vraisemblablement intime et qui n'a pas grand-chose à voir avec la crise qui nous affecte et qui oblige aussi les historiennes et les historiens de métier comme je suis à se conformer à un rôle que d'habitude je n'aime pas tellement, qui est celui de pourvoyeur en commencement. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui nous arrive, dès qu'on sent bien que ce quelque chose qui nous arrive va faire une entaille profonde dans nos vies, qu'il était réellement à la fois terriblement prévisible et totalement imprévisible, eh bien, il est fréquent qu'on se retourne vers les historiens pour qu'ils nous rassurent sur une continuité, pour qu'ils nous disent non, mais c'est pas si neuf que ça, ou au contraire, d'une certaine manière, ce qui vous vient à l'esprit spontanément, je sais pas, la peste de Camus ou la grippe espagnole, c'est pas tout à fait le bon précédent. En tout cas, qu'ils se fassent experts de la concordance des temps. Et j'aime pas ça. Mais en même temps, ça arrive tout le temps. Et d'ailleurs, depuis que je viens ici, dans ce qui est une chance pour moi, une vraie respiration d'ordinaire, et je suis heureux quand même de venir à l'heure dite, malgré tout, le 15 janvier, ici au TNB, pour la 4e saison, Arthur, pas la 3e, comme quoi effectivement la question du gouffre temporel, il se pose quand même. Eh ben, le thème, c'est rencontrer l'histoire. Mais la rencontre avec l'histoire, c'est pas toujours comme ici une rencontre amicale et agréable. Ça peut être une effraction, ça peut être un fracas désagréable. Et d'une certaine manière, si on se fait de l'histoire l'idée que je tente de m'en former, c'est-à-dire pas seulement la chronique des événements passés, mais véritablement la cartographie de nos imaginaires, il n'est pas totalement exclu que parfois, lorsqu'on s'y adonne, eh bien, on cherche à voir venir les choses. C'est ça, rendre visible l'histoire, c'est aussi voir venir ce qui arrive, ou dire pour voir, comme parfois on dit. Hein. Et bien, parfois, ça arrive. Et c'est pas ce qu'on voulait. Et au point que je me suis dit, ben non, c'est pas possible, ce cours sur la peste noire, je ne vais pas le dire puisqu'il tombe trop bien. Et qu'on ne va pas me croire si je dis que ça vient de plus loin que de simplement la comparaison entre une épidémie et l'autre. Et puis surtout, on ne va pas non plus, peut-être on peut renoncer aussi à ce qu'on avait prévu de faire et qu'on serait obligé de faire en mode dégradé. Donc moi, c'est en mode dégradé parce que voilà, normalement je fais cours devant des gens, puis là, il n'y a personne, c'est un amphi vide. Mais bon, il y a des caméras et puis je le fais quand même, mais différemment, évidemment. Qu'est-ce que c'est qu'un récit épidémique? C'est ce qui s'impose à nous, malgré nous, et qui fait que quand on vit une expérience collective, on attend, au fond, que quelque chose arrive. Donc ça nous met dans une position de spectateur de notre propre vie. La notion de récit épidémique et de structure narrative du récit épidémique, très théâtrale, elle a été mise au point, si j'ose dire, par un historien de la médecine, qui était un historien du choléra au XIXe siècle, qui s'appelait Charles Rosenberg, un historien américain, mais à partir de l'épidémie de sida. À partir, donc,
Il commence à écrire à partir de 1989. Le sida est en cours. Elle n'est même pas d'ailleurs. Non, je ne sais pas si le son passe, mais On effectivement. passe là ? Ouais, Oui, ça y est. oui. Elle n'est même pas d'ailleurs à ce moment-là identifiée par l'OMS comme une pandémie. Elle le sera en 2002 seulement, alors qu'il y a déjà 3 millions de morts en 2002. Et elle se déroule évidemment encore dans l'ignorance relative disons par exemple, de sa réalité microbiologique. Il faut quand même avoir une idée, je ne vais pas faire un cours d'histoire de la médecine, mais quand même, le virus du sida, il a fallu 15 ans pour le séquencer, c'est-à-dire pour en décoder le gène. Le virus, le nôtre, si j'ose dire, 3 semaines. Le fait de savoir ce qui nous arrive n'empêchera pas que ça nous arrive selon une structure toute théâtrale. Et Charles Rosenberg avait défini le récit épidémique comme, au fond, un récit dramatique en 3 actes. Le premier acte, les signes s'accumulent, en fait les morts s'accumulent et les signes avec eux, mais on ne les voit pas, on ne veut pas les voir. Et on le lit d'ailleurs très bien dans La Peste de Camus. Et puis dans l'acte 2, c'est celui de la révélation. C'est que tous ces signes se constituent en système et on finit par les voir. Ou plus exactement, on accuse les dirigeants de ne pas les avoir vus à temps. Il faut un scandale, il faut une indignation, il faut une mobilisation collective pour que se mette en place, au fond, et c'est ça qui m'a toujours intéressé dans ma vie d'historien, c'est de faire l'histoire de ce qu'on aurait dû voir, de ce qu'on avait sous le nez et dont on a organisé sciemment l'aveuglement. Et quand arrive cet acte 2 très lent et très conflictuel de la prise de conscience, alors on peut prendre des décisions qui ouvrent l'acte 3, qui est celui du commencement de la fin. Mais le défaut de ce récit épidémique, c'est qu'on sait quand la fin commence, mais on ne sait pas quand elle se termine. Et d'ailleurs, les épidémies, historiquement, elles n'ont pas de fin. Elles se tapissent, se réfugient quelque part dans une sorte de silence épidémiologique qui peut à tout moment reprendre, à part la variole. Il n'y a pas beaucoup de maladies infectieuses qui ont été totalement éradiquées dans l'histoire de l'humanité. Mais ça m'amène à une question qui est que si effectivement l'épidémie n'a pas de fin, et l'histoire montre effectivement que l'épidémie est revenue frapper, comme je le disais, à la porte des sociétés humaines, alors qu'on a su nommer quasiment en temps réel l'apparition du Covid et nommer le Covid lui-même, ce qui n'a pas été le cas pour la peste et n'a pas été le cas pour le sida. Il a fallu du temps pour nommer la chose. Comment expliquer la sidération dans laquelle nous avons tous été, politiques y compris, responsables politiques y compris, lorsque planétairement, le Covid est passé à l'acte, si j'ose dire? Parce que nous sommes dans une situation, pas seulement du point de vue du récit épidémique, mais peut-être de notre contemporanéité, que l'historien François Hartog a appelé présentisme, qui consiste à dire que le présent devient obsessionnel et encombrant parce que la mémoire, on est en train de la perdre et que l'avenir, on ne le voit plus. Or, de manière tout à fait frappante, François Hartog, voilà, qu'on lit aujourd'hui comme un théoricien de l'histoire, c'est un historien de la Grèce antique, et notamment de Thucydide. Et Thucydide, c'est l'auteur de la guerre du Péloponnèse, donc 5e siècle avant Jésus-Christ, qui a défini, je dirais presque une fois pour toutes, le récit de la peste. C'est la peste d'Athènes de 430. Ce n'est pas une peste, on ne sait pas très bien ce que c'est une maladie infectieuse contagieuse, mais ce n'est pas la peste, parce que la peste n'existe pas à ce moment-là. Mais en tout cas, le récit
lui, il devient contagieux. Et en fait, tous ceux qui, depuis, écrivent la peste, eh bien, imitent, parfois sans le savoir, Thucydide. Or, que dit Thucydide dans ce texte? Il dit « Les Athéniens étaient, au fond, plongés dans un présent perpétuel. Ils avaient perdu la mémoire et l'avenir s'obscurcissait. » Donc ça, c'est quand même très troublant, parce que c'est ce que on appelait l'entaille tout à l'heure, c'est-à-dire voilà, ça arrive comme une sorte de bégaiement de la capacité de projection, et on va convoquer sans cesse des souvenirs, mais qui peuvent être des souvenirs reconstitués ou appauvris, ou réévalués à la lumière blafarde du présent. Enfin, dans tous les cas, on est littéralement comme un hamster dans sa roue. On tourne et on s'épuise. Il y a par exemple, je relis tout ça, même La Peste de Camus. Moi, voilà, c'est comme quand il y a un attentat, on va acheter Voltaire. Quand il y a une épidémie, on va acheter La Peste de Camus. Moi, j'avais pas du tout envie. Pour moi, c'était vraiment de la littérature scolaire. Le truc de lycée, quoi. Le truc qu'on lit à son heure. Il ne faut jamais lire les trucs à son heure. Il ne faut jamais lire les trucs de son âge. C'est horrible. Parce qu'après, quand l'âge passe, on n'a plus du tout envie de... Donc je l'ai relu il y a 2 jours. Et c'est pas mal quand même. C'est plus complexe qu'on le croit. Et surtout, il y a un moment qui m'a frappé, qui m'a même touché. Bon, vous savez, c'est un narrateur qui parle, et puis on comprend à la fin qu'en fait, c'est le médecin. Et donc, il parle aussi des médecins, mais pas que des médecins. Et à un moment, il dit « Je viens de découvrir combien j'étais fatigué. Ça fait des mois que je suis fatigué, mais je ne le sais pas. Et d'un coup, ça me tombe dessus. » Bon, c'est un peu con, hein, mais je crois que ça... Et puis, c'est au bout de 8 mois. Je pense que ça nous arrive. Est-ce que vous le trouvez bien, ce texte de Camus, que je te tutoie, c'est le micro, ça, c'est l'effet micro qui engendre le vouvoiement. Ce texte de Camus, si tout à coup il est mieux que ce que tu ne t'en souvenais, est-ce que c'est parce que justement, et là je fais référence au 2e cours du collège que tu as ouvert le 12 janvier, je crois, qui est consacré au théâtre de la peste, parce que comme le dit Antonin Artaud, la peste brusque le langage, et elle engage de somptueux affolements du langage. C'est-à-dire qu'il y a une puissance assez séduisante, finalement, auprès des poètes, peut-être, auprès des artistes, sans doute, comment agit l'épidémie. Est-ce qu'il faut se méfier, justement, de cette puissance séductrice de l'épidémie? Alors, Artaud l'admirait. C'est-à-dire, il aurait voulu que son art puisse se placer à la hauteur de la puissance de contagion de la peste qui savait si bien forcer les portes des corps, faire délirer le langage, s'imposer aux pensées. Et c'est ça qui l'admire effectivement dans La Peste. Et ça, c'est son texte qui s'appelle Le théâtre et la peste, 1938, qui est repris ensuite dans Le théâtre et son double, où il fait ce parallèle entre le théâtre et la peste sur cette idée de contagion des émotions. C'est d'ailleurs assez intéressant, je pense que Artaud ne le savait pas, mais contagio est un mot médiéval qui désigne d'abord la contagion émotionnelle. C'est-à-dire que ce qu'on considère comme, disons, le sens premier, la transmission d'une maladie, qui aurait un sens figuré, la contagion du rire, par exemple, un rire peut devenir contagieux. En fait, c'est l'inverse du point de vue de l'histoire de la langue et de l'histoire de la pensée. C'est-à-dire ce qui a été contagieux, c'était d'abord les émotions. C'est ça la notion de contagion, c'est la notion d'empathie, c'est la notion et ça c'est propre au théâtre, c'est-à-dire faire partager une émotion. Et c'était d'ailleurs si puissant, et puis il y a un rapport profond entre le théâtre
et la médecine. Enfin, depuis, évidemment, la tragédie. La peste d'Athènes, sa vraie mémoire, elle est dans Thucydide, mais elle est aussi dans Sophocle, elle est aussi dans tout le théâtre grec. Bon. Et c'est donc par métaphore, mais métaphore seconde, inversée, qu'on considère que la transmission de la maladie et la contagion des émotions, c'est une seule et même chose. Et moi, ça m'a intéressé parce que, alors évidemment, en même temps, on est tous... il se trouve que moi, je devais faire à ce moment-là un spectacle avec Mohamed El Khatib sur les soirs des boules à neige. Donc voilà, mais c'est pas à vous que je vais le dire, je suis désolé. Donc voilà, il y a une sorte de deuil du théâtre à faire aussi. Et donc se tourner vers le théâtre du deuil est aussi une manière assez simple de contourner son chagrin. Bon. Mais c'est faire le deuil du théâtre ou c'est faire aussi, en faisant ce deuil du théâtre, le deuil de justement cette inflammation de l'imaginaire dont parlait Artaud? Oui, c'est-à-dire cette capacité dont il... alors parce qu'en plus, quand il parlait de théâtre, c'était pas forcément le théâtre qui se représente dans des salles. Donc c'est ça qui, au fond, peut être, disons, encourageant. C'est-à-dire que vraisemblablement, il parlait aussi du théâtre intérieur, même si lui-même a commencé comme acteur, comme on le sait. Mais oui, cette inflammation de l'imaginaire, ce débordement, moi, alors voilà, c'est ce que j'ai voulu dans le cours que tu as entendu, mais qui commence juste, traiter tout de suite. Parce qu'après, je vais essayer malgré tout de le contenir, ce débordement. Mais il me fallait quand même d'abord dire ce que ça nous faisait. Et ce que ça nous faisait vraiment, profondément, intimement. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que ce qui nous manque, c'est de prendre la mesure de cette inflammation de l'imaginaire, parce que tout au contraire, y compris par les prothèses numériques que l'on utilise, faute de mieux, l'assèchent, l'aplatissent, le racornissent. Et moi, c'est quelque chose que je crains beaucoup, c'est-à-dire les effets à long terme. Je suis enseignant de métier, et voilà, je ne sais pas ce qui est le pire, au fond, de ce qui peut nous arriver avec les cours à distance. Là, pour l'instant, ça marche vraiment mal, quoi qu'en disent les pouvoirs publics, vraiment, vraiment mal. Donc ça fait vraiment souffrir les étudiants, à un point qui devient aujourd'hui difficilement camouflable. Bon, donc au moins il y a une prise de conscience. On est à l'acte 2. Mais dans d'autres moments ou d'autres milieux, ça se passe pas si mal. Ce qui est pire. Parce qu'on s'habituera. Et au fond, la question, c'est la question de la séparation. C'est-à-dire combien de temps on peut accepter de vivre séparés. Et surtout, est-ce qu'il n'y a pas un moment où malheureusement on s'y fera? Il y a dans un des deux cours, à un moment donné, tu mentionnes la politique qui s'est appliquée dans le cas de la lèpre, des lépreux. Les lépreux étaient relégués. C'est ce qui a été appelé le grand renfermement. Est-ce que le Covid fait, d'une certaine manière, de nous des lépreux ? C'est-à-dire que... Qu'on exclut, qu'on enferme, qu'on isole, par besoin sanitaire, bien évidemment, mais... Oui, moi je suis un vieux foucaldien, donc voilà, j'ai appris à penser en lisant Michel Foucault, et notamment en lisant Surveiller et punir, qui est son livre de 1975, qui développe voilà, avec une écriture flamboyante. Elle n'a pas toujours
pas toujours flambé, son écriture. Elle a beaucoup changé. Elle a pu être une écriture blanche, très proche de Maurice Blanchot, et puis éclatante. Bon, là, c'est son moment éclatant, où il prend juste très théâtral, même d'une certaine manière, en fait, il campe sa pensée dans ce qu'il appelle des paradigmes, et dont on peut dire sont des scènes. Donc voilà. Donc il y a la scène de la ville pestiférée, donc quadrillée, surveillée, disciplinée, et il y a la scène du lazaret, c'est-à-dire de la ville des exclus, c'est-à-dire les lépreux qui sont chassés de la ville. Et puis il dit, finalement, il y a deux modèles politiques, deux rêves politiques. Il y a l'exclusion et il y a la discipline. Et puis il y a des moments aussi où on se met à discipliner ceux qu'on a exclus. Donc c'est ça le paradigme, évidemment. Ce sont des textes qui sont des textes historiques, parce qu'il décrit quelque chose. Il décrit quelque chose qui s'est passé entre le XVIIe et le XIXe siècle, mais qui ont une puissance d'actualisation, une force d'effraction dans notre actualité qui est intacte, qui est indemne, qui est inentamée. Et c'est tout à fait frappant, parce que je le dis d'ailleurs dans le cours, si vous tapez sur un moteur de recherche aujourd'hui, ces quelques lignes de Michel Foucault sur les sociétés de peste, vous allez tomber tout de suite sur des vidéos de montage des villes du premier confinement, en gros. Où simplement il y a des images, des flics dans la rue, voilà, des rues désertes, etc., avec dessus le texte de Foucault en voix off. Il faut reconnaître que ça marche bien. Alors, trop bien, de mon point de vue d'historien. Parce que moi, je ne cherche pas seulement les effets de transparence, je cherche aussi les effets de discordance. Mais évidemment qu'on doit réfléchir à ça. J'aimerais qu'on y revienne, mais avant qu'on revienne à ce sur quoi peut ouvrir ce rêve politique de la peste qu'a théorisé Michel Foucault, je voudrais qu'on repasse par cette peste qui à la fois convoque Thanatos et Eros, et ça aussi c'est quelque chose que tu dis, c'est-à-dire que ça convoque la mort, mais ça convoque aussi la libido. Ça, j'étais très étonnée d'apprendre ça. La peste, c'est aussi le débordement des excès, c'est le lâcher-prise, c'est la pulsion à l'état pur, c'est une sorte de débandade générale qui voit l'humain passer à l'acte de la débauche d'une certaine manière. Et puisqu'on est dans les images un peu marquantes, je me demandais si, pour rester aussi dans le théâtre, cette peste, d'une certaine manière, faisait pas de nous des bacchantes et n'était pas notre Dionysos. Est-ce qu'on peut pas lire l'histoire aussi de cette manière-là ? Alors, on l'a lu longtemps de cette manière-là, puisque là encore, si on vit dans un monde de textes, il y a quand même un texte tout à fait marquant dans la littérature occidentale, mais qui a son pendant dans la littérature orientale avec les Mille et une nuits, qui est le Décaméron de Boccace. Donc, Boccace décrit des jeunes gens bien nés qui fuient l'épidémie, qui frappe Florence, qui est la peste noire, qu'il décrit comme l'horrible commencement de son livre, qu'il décrit comme le seuil qu'on doit passer, le frontispice, dit-il, qu'on doit traverser pour aller dans ce qu'il veut vraiment raconter, c'est-à-dire la manière dont, au fond, des jeunes filles et des jeunes hommes, dans un rapport galant, mais très contrôlé quand même, c'est pas du tout Pasolini, quoi. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que Pasolini va en faire, très contrôlé, très ritualisé, à tour de rôle vont se raconter des histoires pour tromper la mort. Voilà. Donc c'est comme les Mille et une nuits. On se raconte les histoires pour retarder l'agonie qui est peut-être inéluctable et gagner un peu de temps. C'est un modèle très puissant qui fait écran dans tous les sens du terme, avec la réalité historique que j'ai quand même normalement profession de décrire. Je ne sais pas, à vrai dire, si c'est autre chose qu'un modèle littéraire qu'on a rêvé. J'en vois peu d'attestations documentaires. Je ne sais pas vous, mais moi, Eros et Thanatos, en ce moment,
voilà, j'ai pas l'impression que ça soit véritablement d'actualité, mais enfin, en tout cas, ça a fait beaucoup rêver. Voilà. Pardon, enfin, moi, si j'ai envie de dire Eros et Thanatos, on vient de le voir aux États-Unis, au Capitole, Alors, lorsque une foule hurlante, furieuse, meurtrière est entrée dans un lieu de la République américaine. Moi, j'ai eu le sentiment ce jour-là, quand on regarde les images, d'avoir vu Eros et Thanatos. Alors peut-être qu'on change un peu de sujet, mais je voulais qu'on arrive quand même à cet épisode-là comme une des choses qui se passe dans ce temps-là du Covid aussi. oui, c'est le carnaval. Hein, et d'ailleurs, enfin, c'est le carnaval grotesque, c'est le carnaval tragique. C'est le dernier carnaval de Goya. Et j'en profite pour dire que j'ai fait une expérience très très curieuse, c'est que en fait je suis un lecteur quand même assidu de Georges Didier Huberman. Pas pour me vanter, mais enfin j'ai quand même, voilà, je croyais avoir lu à peu près tous ses livres. Et il y en a un que dont j'avais sciemment organisé la méconnaissance, c'est son livre de jeunesse qui s'appelle Mémorandum de la peste, et que j'ai découvert il y a 3 semaines, et qu'il avait écrit pour un spectacle de Jean-Pierre Vincent. Mais tu voulais en parler après? Non, on va en parler, on peut en parler maintenant. Ben non, mais je le dis juste comme ça, de Jean-Pierre Vincent en 1983 au Festival d'Avignon, qui s'appelait Dernière nouvelle de la peste, et qui était comme ça une sorte de carnaval un peu joyeux et foutraque, très esthétique en tout cas, qui faisait effectivement virevolter les mots de la peste dans une sorte de joie féroce. Et c'est drôle parce que ce qu'on devrait faire aujourd'hui, je suis très heureux de parler avec toi, Joël, évidemment, mais ce qu'on devait faire aujourd'hui, ce qui était prévu, c'était un dialogue avec Mathieu Pot-Bonneville qui s'appelait La Voix des masques, et qui était un truc qu'on a fait il y a 1 an exactement, à Beaubourg, dans une sorte de performance sur les images, dans le festival hors piste, ce qui s'appelait Le Peuple des images, sur justement la question des masques. C'était en janvier. Et puis, lui, il avait fait tout un truc. Moi, j'avais fait Goya, etc. Bon, voilà, un rapport au masque un peu inquiétant. Et puis lui, il avait fait les Mad Men, enfin tout le rapport du masque contemporain agressif et possiblement, disons, lié à une culture de la revendication clandestine. Et puis, on s'est dit, ah, bah, mince, ce truc-là, on l'a fait en janvier. Et puis, en mars, l'idée de masque prend une autre dimension. Donc, on devait le faire au TNB le premier jour du premier confinement. Voilà. Et le même texte aurait donné, évidemment, un autre son. Mais on en parlait avec Arthur Nosiciel au même moment. Vous faisiez mes frères, et puis il y a aussi des masques. Mais merde, quoi, on n'a pas attendu le Covid pour penser aux masques. Enfin, je veux dire, donc la question c'était de savoir, ben, on les garde ou pas ces masques, à partir du moment où c'est plus les mêmes masques. Voilà. Et on aurait dû le faire, donc on l'a retardé, puis on aurait dû le faire aujourd'hui. Et entre-temps, il y a eu effectivement la prise du Capitole, qui donne à voir d'autres types de masques. Donc c'est ça dont tu veux parler. C'est effectivement de ce débordement. Et moi, j'appelle ça effectivement l'effraction du réel dans une pensée qui tente de voir venir. Et c'est tout à fait frappant, parce que là encore, il y a quelque chose qui est de l'ordre, alors, de ce que Wilhelm Reich appelait la peste émotionnelle. Et lui, il parlait effectivement des mouvements de foule des années 30, hein, la peste émotionnelle, c'est-à-dire effectivement cette puissance mauvaise d'entraînement qui amène effectivement à des passages à l'acte plus ou moins violents,
plus ou moins ridicules, mais dont on ne doit pas rire du ridicule, parce que, évidemment, ça commence toujours de manière ridicule. C'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire que s'il y avait eu effectivement des smartphones et des selfies pendant la nuit de cristal, ou même d'une certaine manière la prise de la Bastille, peut-être que ça commence de manière un peu ridicule, un peu grotesque, un peu, hein, toute insurrection, toute émeute, c'est la vieille idée marxiste et la parodie un peu bouffonne d'une émeute qui la précède. Mais sauf qu'il y a un moment où ce que Reich appelle la peste émotionnelle produit un effet de contagion. Et puis surtout, moi, ce qui m'intéresse dans cette notion de peste émotionnelle, c'est pas simplement la contagion, c'est que la peste, elle passe. Et puis, elle se repose quelque part. Elle va se nicher dans... comme ça que se termine la peste de Camus. Elle dit, bon, la peste est passée, mais elle doit être quelque part dans des vieux chiffons, dans des vieilles paperasses. Elle reviendra. Mais t'écoutant, il y a une chose qui me frappe, et je repense à Michel Foucault, justement, Surveiller et punir, cette société de surveillance, de mise sous cloche, d'ordonnancement des déplacements, des positions, des corps, enfin. Et pensant à ce qui s'est passé aux États-Unis, me vient un mot auquel je n'avais pas pensé, qui est le mot de transgression. En fait, ils ont transgressé en tout, et ils ont aussi transgressé sur l'absence de port de masque. Et est-ce que nous ne sommes pas ici, côté européen, dans une société qui ne transgresse pas, qui se plie aux consignes sanitaires, qui donc sans doute aussi a d'une certaine manière intériorisé complètement ce que Foucault disait sur la société de surveillance. On accepte les contraintes, on accepte les entraves, mais finalement, est-ce qu'on ne se protège pas aussi de ce vers quoi amène la transgression, dont on a eu un exemple assez éclairant outre-Atlantique? Est-ce qu'on ne s'auto-protège pas de ça aussi, d'une certaine façon? Sans doute, et alors il faudrait aussi convoquer, j'allais dire, le dernier Foucault, celui de l'histoire de la sexualité, c'est-à-dire celui qui va effectivement continuer son travail, qui ne vaut rien si on ne contribue pas à penser contre soi-même, voilà, et à décourager ses dévots, et à décevoir les fervents, et dans cette grande fête, malgré tout, la fête continuée du début des années 80, commençait à teinter d'une inquiétude que personne ne sait encore discerner, et dont il sera d'ailleurs la victime, une des premières victimes. Et ben, le travail de Foucault, c'est de dire attention, toute transgression n'est pas une libération, et y compris du point de vue sexuel, et surtout du point de vue sexuel. Et là, justement, il le fait contre toute la tradition critique. Reich, Marcuse, voilà, tout ce qui est effectivement désire ouvrir les vannes. Bon. Et ça, le dernier Michel Foucault, celui du courage de la vérité, c'est comme ça que s'appelle son dernier cours, est le plus incompris. Hein. Pas aujourd'hui, mais en son temps. 1983, donc création dans la cour d'honneur d'Avignon de ce spectacle de Jean-Pierre Vincent, Dernière nouvelle de la peste, qui vide, dis-tu, les 3/4 de la salle, qui sont désemparés par la radicalité de la proposition, et peut-être aussi par ce qu'ils sentent qui est à l'œuvre à l'intérieur, qui est effectivement, comme tu dis, la hantise que la société n'avait pas su nommer, mais qui était déjà opérante, c'était le sida, et qui peut-être les prend de court, ou en tout cas leur fait peur. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe pour que le public se lève et s'en aille? Alors j'avais, là encore, faut comprendre, effectivement, je travaille, vous voyez, par quel déplacement ou transgression.
je travaille en médiéviste sur la peste de 1348. Je comprends que d'une certaine manière, pour être pleinement historien de cette peste-là, on ne peut pas se contenter de l'être parce qu'il faut voir l'ensemble du récit épidémique, que la contagion au fond de ce récit fait que tout déborde émotionnellement, et qu'il faut que je saisisse aussi le rapport qu'on a par rapport à ça. Je découvre voilà, ce livre que j'aurais dû lire depuis bien longtemps, Mémorandum de la peste de Georges Didier Huberman, qui est en fait le livre qui accompagne ce spectacle, et je m'intéresse à ce spectacle que j'ai pas lu, que j'ai pas vu à l'époque. J'avais pas lu son texte de Bernard Chartreux, qui est en fait un texte collectif, choral, pluraliste. C'est le début de ce qu'on appelle l'écriture de plateau, le travail de troupe. Et puis c'est le moment effectivement où Avignon perd un peu son public, donc ça gueule, ça râle, ça se barre, voilà. C'est un moment très esthétique. Et donc j'ai lu ça, voilà, dans l'histoire du théâtre d'Avignon d'Emmanuel Loyer et d'Antoine Debec. Mais bon, donc ça intéresse peut-être les historiens du théâtre contemporain. Disons, commence à ce moment-là, on va dire, l'âge de la mise en scène, qui est quand même pas facilement acceptable. Mais il y a effectivement quelque chose de beaucoup plus profondément inacceptable dans ce discours ou dans cette fête collective autour d'une épidémie. Et nous, on sait ce qui rôde à ce moment-là. Mais eux ne le savent pas. Et après, ça, c'est aussi très intéressant. C'est-à-dire, à partir de quand, eh bien, on peut nommer quelque chose qui commence à tuer, mais qui n'est pas découvert. Donc là, le sida, il est progressivement inventé, on va dire, enfin, en tout cas découvert, inventé au sens médiéval, entre 83 et 84. Donc avant, il existe et il n'existe pas. Mais on pourrait dire la même chose de la peste, parce que quand je dis peste, je parle d'une maladie qui a été inventée, c'est-à-dire découverte par un médecin pasteurien qui s'appelait Yersin à Hong Kong en 1894. Donc si je dis qu'on meurt de la peste en 1348, ça veut dire qu'on meurt d'une maladie qui n'existait pas, qui n'était pas identifiée. Et donc voilà, ça pose le problème postmoderne de savoir est-ce qu'on peut dire que Ramsès II est mort de la tuberculose. Est-ce qu'on peut psychanalyser la dame aux camélias? Alors on va dire bah non, ça n'existait pas. Oui, mais enfin, je veux dire, c'est quand même le travail de création, de créer de l'ombre projetée de nos découvertes du contemporain sur le passé. Mais alors justement, cette création-là qui ne peut pas avoir lieu, enfin qui a lieu, mais dans des espaces fermés au regard du public, la seule possibilité pour la création de se faire voir du public, c'est le numérique. Cette création donc qui est condamnée au silence et dont on sait bien que souvent elle précède ce qui va être l'ellipse dans laquelle elle est, cette création, l'espèce de trou dans lequel elle se trouve. Est-ce qu'il aura des effets dommageables et graves? Bah ça, je ne sais pas. C'est à nous de nous organiser, effectivement, de cesser d'être ballottés par un présent interminable. Parce que sinon, ça va ressembler à un jour sans fin, à des vacances interminables et terriblement ennuyeuses, quoi. Voilà, il y a une sorte de machin où on est englué. C'est là où on rejoint peut-être le rêve de cette petite fille de 10 ans qui craignait de redoubler. Non, mais on redouble quand on a fait quelque chose de mal. Alors, le rêve se continuait, qui se continuait dans un sens très foucaldien, parce que justement, donc voilà, elle se retrouve avec ses mêmes copines et ses mêmes profs. Elle se réalise qu'elle n'a pas changé de classe, donc elle est en colère. Donc ils sortent, et ils sortent parce qu'ils sont en colère. Et là arrive un monstre dont ils se rendront compte plus tard qu'une sorte de mammouth. Intéressant le mammouth, parce que là c'est vraiment l'archaïsme, quoi. C'est-à-dire, ça veut dire que vraiment on ne tombe malade que des retombées du passé, quoi.
finalement. Ce qui nous tue, c'est quand même le passé qui revient. Et puis ils se rendent compte que, en fait, c'est pas vraiment un mammouth, une sorte de pantin articulé qui ressemble à un mammouth. Bon, enfin voilà. Après, c'est la vie onirique classique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire sans doute qu'effectivement, on ne peut pas tout chasser devant soi en disant je le ferai plus tard. Sinon, on risque de redoubler. C'est pour ça que ça m'a intéressé aussi de relire les textes de Freud sur deuil et mélancolie, qu'il écrit en pleine guerre de 14, confronté à la guerre de masse. Et deuil et mélancolie, ça veut dire, bon ben voilà, le deuil, d'une certaine manière, c'est une activité. Lui, il dit Arbeit, mais ça ne veut pas dire un travail au sens de ce qu'on pourrait effectivement accomplir ou réussir ou rater. Donc le travail de deuil, c'est un peu emmerdant. Non, c'est une activité, c'est une vie psychique qui consiste au fond à retirer progressivement de l'objet aimé toute sa libido jusqu'à effectivement s'en séparer et accepter de comprendre qu'avec quelqu'un, on a perdu quelque chose aussi qui va nous manquer, et que ce qui nous manque, c'est qu'on ne manque plus à personne. Bon. Et que c'est un travail, et qu'il y a un moment où ça s'accomplit et où ça s'achève par le principe de réalité, si on accepte de renoncer à certaines choses. Mais si on ne renonce pas, si on renonce à rien, si on dit non, je vais le faire, alors ce travail ne se fait plus, et c'est ce qu'on appelle la mélancolie. Et aujourd'hui, on a beaucoup de mal à faire bord à la mélancolie. Je veux dire, on est quand même dans une structure mélancolique. Et c'est intéressant de voir que la mélancolie, au fond, c'est quand on ne sait pas renoncer. Donc j'en sais rien, c'est pas à moi de le dire. Mais on ne fera pas tout ce qu'on avait prévu de faire, au risque de redoubler ou d'avoir une année prochaine infernale. Donc il faudra renoncer. C'est-à-dire faire le deuil d'un certain nombre de choses. J'aimerais bien savoir si les jeunes... Alors je ne sais pas par rapport au live Facebook s'il y a des auditeurs qui se sont manifestés, mais parmi les jeunes élèves du TNB, de l'école du Théâtre National Bretagne, qui assistent à la rencontre, les quelques-uns qui sont là, est-ce que peut-être certains d'entre vous auraient soit envie de réagir, soit envie de poser des questions à Patrick? Il y a un micro qui va circuler jusqu'à l'un de vous, donc tu t'appelles Moi, je m'appelle Arthur. Arthur. Voilà. Bonsoir. Je voulais savoir simplement, en fait, si ce qui a été évoqué, c'est pour moi, ça a été aussi comment les expériences précédentes d'épidémie nous éclairaient sur ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et moi, je me demandais si l'actualité, donc l'épidémie de coronavirus, dans votre travail, vous a éclairé sur la compréhension de ce qu'a pu être la peste noire. Est-ce que ça vous a éclairé, en fait, dans votre travail? Alors oui, tout à fait. Je ne suis pas sûr d'avoir le droit de le dire. Mais ça marche beaucoup mieux dans ce sens-là. Dans ce sens-là, c'est évident que le présent, d'une certaine manière, rend intelligible le passé. Après, ça ne sert pas à grand-chose de comprendre ce qui se passe pendant 1348. Enfin, oui et non, parce que d'une certaine manière, il y a une sorte de boucle qui se crée. Mais c'est vraiment la boucle de rétroaction, comme on dit. Ce qui peut paraître assez compliqué, mais ce qui est simple. Enfin, je veux dire, un enfant de 10 ans ou de 12 le comprend quand il lit ou regarde Harry Potter. Voilà. Il y a plein de boucles de rétroaction dans Harry Potter. C'est-à-dire qu'il y a une scène qu'on a vécue, on ne comprend pas très bien ce qu'on a vécu, on n'est pas sûr d'avoir bien vu ce qu'on a vu,
Et puis, là, comme dans Le prisonnier d'Azkaban, et puis le récit se déroule, et on se rend compte qu'en fait, c'était nous, mais c'était un nous qui est justement transformé par l'action à venir, et que celui qui a empêché que la mort advienne, c'était par exemple déjà soi-même. Ça, c'est une sorte de boucle de rétroaction, ça arrive toujours en histoire. Mais ça arrive aussi dans la vie psychique. C'est pour ça que ça me paraît intéressant. Donc oui, tu as raison, ça va évidemment dans les deux sens. On nous interroge toujours sur le premier sens, mais le second n'en est pas moins intéressant. Est-ce que le travail d'historien, au fond, pardon, peut-être la question va te paraître absurde et complètement irrecevable, mais est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du profiling dans le travail de l'historien ? Est-ce que l'historien est un profiler ? C'est-à-dire qu'il cherche... ça m'a frappé en regardant les cours du Collège de France, c'est-à-dire en fait, il faut passer par le détail pour recomposer le tableau. Ouais. Et qu'après, il y a une façon de vérifier que le tableau correspond à des réalités. Mais ça peut être un petit détail, que d'un petit détail va naître une totalité, et un peu comme peuvent faire les profilers. C'est juste. Et c'est pour ça, effectivement, que le motif de l'enquête, c'est-à-dire on va chercher la trace pour le chimiste, l'indice pour le flic, le symptôme pour le psychanalyste, est évidemment le plus puissant. Et dans tous les cas, ce sont des signes involontaires. Ce qui nous trahit, ce sont les signes involontaires. Ce sont les à côté. Paola Aleiceta, femme endeuillée par la peste, parce que son père, je crois, meurt. Son père ou son père ? D'abord son père, et puis sa mère, et puis son mari, et ses sœurs, tout le monde. Oui. En 1349 à Marseille, ça part d'elle. Le cours démarre sur elle. Oui, sur et puis après, il bifurque par des actes notariés, par des comptes rendus de cérémonies mortuaires, et ça passe par des petits détails. Et je me dis, mais c'est un vrai travail effectivement d'enquêteur, mais plus que ça. Oui, c'est même encore plus fin que ça, parce que à un moment, ça part non seulement d'elle, mais d'elle en tant que je ne la connais que par un acte notarié qui est effectivement un document administratif où le notaire a marqué mortalitas, mais en regardant d'un peu plus près, on s'approche, on écarquille les yeux et on voit qu'il a en fait écrit quelque chose et puis il l'a gratté et il a mis mortalitas par-dessus. Alors évidemment, on se dit, tiens, il y a peut-être un truc, comment il a appelé? Alors il n'y avait pas vraiment de mots, hein, c'est pas un scoop, hein, si c'est pas mortalitas, c'est, je sais pas, epidemia, pestilentia, c'est pas très grave, mais évidemment, on est quand même attiré sur un truc comme ça, parce qu'on se dit, là, il y a un signe involontaire, et c'est quand même le signe involontaire qui trahit, je dirais, le grand tableau. Voilà. Dans le modèle, disons, de ce qu'on appelle le paradigme de la trace, qui a été défini par Carlo Ginzburg, il y a effectivement ce à quoi on pense, c'est-à-dire le symptôme, l'indice de Sherlock Holmes, disons, mais il y a aussi l'expert de tableau, le premier à avoir mis au point des techniques d'expertise, d'attribution des tableaux pour essayer de démasquer les faux. C'est un mec qui s'appelait Morelli, qui avait remarqué que, en fait, le faussaire se trahissait sur des minuscules détails, où il ne fait pas gaffe. Parce qu'évidemment, quand il fait un truc difficile, il retient sa main. Mais quand il fait les nuages, ou les ongles, plus souvent c'est les ongles, là, il peut trahir une sorte de manière de faire qu'il fait tout le temps. Et là, on dit, ah mais ouais, mais hey. Donc oui, ça c'est un travail de profiler. Mais est-ce qu'on est aujourd'hui à même d'avoir le plus petit début du bout d'idée de comment s'écrira l'année 2020 d'ici, mettons, 150 ans, puisqu'on parle beaucoup de Philippe Cadic en ce moment, des romans d'anticipation. Et
comment va s'écrire cette année 2020, où quand même, planétairement, nous avons été concernés par un même événement. Comment va-t-elle s'écrire à un moment où on est surdocumenté à travers l'outil numérique et où clairement nous entrons dans cette civilisation du numérique? Alors peut-être que certains plus malins ou attentifs que moi pourront trouver des signes à faible bruit justement dans Internet ou voilà, parce qu'ils seront des fins limiers, comme on dit. Hein. Moi, au fond, je peux mettre en scène ça, mais je ne sais pas le faire parce que je ne sais pas le faire tout seul. Voilà, pour ça que je suis si content d'être là et que au fond, entre être là, quelques-uns, quelques-unes, masqués, sous une forme un peu diminuée ou dégradée, ou rester chez soi, je préfère encore être là. Je ne suis pas sûr qu'on doive faire tout ce qu'on a prévu de faire en mode dégradé, mais ce que je sais, c'est que quand même, quand on est seul, on s'appauvrit, et que moi, tout seul, il y a un moment où je m'assèche et que j'ai plus beaucoup d'idées. Voilà. Donc ce modèle héroïque, si tu veux, de l'enquêteur, du sémiologue qui, tout seul... Ouais, enfin moi, quand je suis tout seul, il y a un moment où je deviens juste con, comme tout le monde. Parce que sans les autres, oui. Voilà, je m'appauvris. M'isoler, c'est m'appauvrir. Et ça, c'est la question de la séparation. Voilà. Par exemple, pardon, hein, mais c'est les deux mots qui sont obsessionnels dans La peste de Camus, c'est occupation et séparation. C'est-à-dire, c'est un roman de l'occupation. Ils sont occupés par des trucs, ils sont suroccupés, épuisés, suroccupés. Alors, évidemment, c'est une métaphore de l'occupation, patati patata. Bien sûr, on est occupé par les germes, machin, les Allemands, les rats. Bon, ok. Mais ce qui nous intéresse psychologiquement, c'est ça, c'est occupation. Et à la fin, on est séparés. Comment séparer de soi-même? C'est pas mal. C'est peut-être le théâtre qui rendra compte le mieux, finalement, dans 150 ans, de ce qui s'est passé dans cette année 2020. Peut-être la forme théâtrale pure, un acteur, un texte et un public. Est-ce que vous auriez encore... Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Alors, un micro vers là-bas. Encore une question. Tu t'appelles Laure, pardon. Laure. Ou plus, hein, moi j'ai tout le montant. Oui, on peut déborder aussi. Alors, je ne sais pas vraiment si c'est une question, enfin, c'en est plein en même temps, mais par rapport à ce que vous disiez ce que vous disiez vraiment à l'instant là, mais cette espèce de présentisme, cette chose de s'assécher. Moi, il y a quelque chose qui me frappe, peut-être dans ce qu'on nous dit à l'école, mais aussi dans ce qu'on attend des jeunes gens comme nous, mais aussi parce que nous, on est vraiment à la frontière entre la fin de l'école et le lancer dans le monde, en quelque sorte. Et c'est comme si, effectivement, il y avait une espèce de bouchon, quelque chose qui circulait plus, et que, effectivement, l'avenir est difficile à regarder. Mais c'est pas seulement Enfin, il y a aussi, quelque part, effectivement, aussi du fait qu'on n'ait plus de choses à voir que par des petits écrans, bon, mais qu'on puisse plus participer à des espèces de choses collectives, etc., etc. Il y a quelque chose qui s'est comme calcifié et qui circule plus. Et moi, j'ai l'impression, on nous dit souvent ça, on attend de vous que vous, mais peut-être comme un historien, que vous rendiez compte, en quelque sorte, de ça, comme si la situation était une espèce de terreau absolument et immédiatement disponible, dans laquelle on allait pouvoir puiser, et que d'ici un an, à notre sortie, on allait pouvoir, du coup, quand les choses seront finies, en rendre compte, ou en tout cas en témoigner avec notre art. Et du coup, j'en viens à la question de cette notion-là de l'art.
Je trouve que c'est étonnant parce qu'en quelque sorte, ce que vous disiez par rapport au deuil, ou en tout cas au contre-coup, j'ai l'impression que c'est comme si maintenant, que c'est, comment dire, qu'on ne nous laisserait pas ce temps-là de contre-coup, et qu'il faudrait tout de suite réinterpréter, remettre à la moulinette de la création, ou en tout cas de l'effectif, alors qu'on se rend bien compte que ce qu'on nous a supprimé, là, ce qu'on est en train de nous supprimer, c'est justement tout ce qui est de l'ordre du gratuit, et qui n'est pas dans le rendement. Oui. Voilà, je sais pas. Mais... Merci beaucoup. Oui, j'entends ce que vous dites. Enfin, c'est très juste et très beau, je trouve. J'entends qu'effectivement, on ne doit jamais oublier que ça ne nous tombe pas dessus, que tout ça, le présentisme, c'est une vieille hantise. Les dispositifs technologiques, ils étaient déjà là. Ceux qui voulaient les promouvoir, effectivement, ils attendaient une occasion et ils ne pouvaient pas en espérer de meilleurs. Donc tout ça, n'était à la fois prévisible et d'une certaine manière, une fois que c'est enclenché, presque inéluctable. Et maintenant, cette injonction, elle est très forte quand même, voilà, sur la création, sur le savoir, parce qu'on est effectivement dans une sorte de société où on attend des réponses, et on dit alors l'art c'est quoi? L'art est là pour mettre en forme le monde. Donc le monde est à terre. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Bon. Et donc c'est effectivement, comme vous le dites très justement, faire peu de cas de cette période de latence, de divertissement. Peut-être qu'on aura envie de toute autre chose, soit de rattraper le temps perdu, soit de faire quelque chose qu'on n'avait vraiment pas prévu de faire, soit de se laisser surprendre par la surprise ou la nécessité, mais peut-être tout, mais pas ça. Mais dans ce cas-là, il faudra s'en souvenir, parce que c'est pas simplement une injonction, c'est un truc qu'on prend très très vite, comme une fausse obligation personnelle ou morale. Voilà. Donc il faudra se souvenir que dans le moment d'hébétude où on pouvait quand même vaguement se dire qu'on ne serait pas obligé, dès la sortie, de faire ce qu'on nous demandera de faire. C'est vrai. On va, je crois, devoir se quitter. Sinon, il y a une dernière, une dernière remarque. Question, réaction de donc Amélie. Ça va peut-être être un peu maladroit, mais je m'y essaye. Vous avez parlé de Georges Didier Huberman. Il y a un de ses ouvrages, moi, qui m'avait profondément marqué, L'invention de l'hystérie, où il... je ne sais pas si je l'explique, mais... Oui, c'est bien, parce que tout le monde l'a pas lu. Où il étudie les cas d'hystérie à la Salpêtrière au XIXe siècle, et comment... comment dire, expliquer brièvement, pardon. Il conteste pas l'existence de l'hystérie, de la crise hystérique, mais il révèle le processus de mise en scène qui s'est établi à la Salpêtrière, le fait de vouloir dévoiler au public la crise hystérique. On l'a prise en photo, on a demandé aux hystériques de montrer leur crise, et en fait il révèle un peu tout le processus de mise en scène et comment, par ce processus de mise en scène, la crise hystérique s'auto-entretenait. C'est-à-dire qu'après, il y a des crises qui n'étaient pas des vraies crises, qui étaient des fausses crises. Et je me demandais, notamment, il dévoile dans l'essai comment l'outil photo, à l'époque, a permis aussi cette mise en scène-là, puisque la pose photo était trop longue pour que les photos soient vraies. J'explique très mal là, mais... Et je me demandais dans quelle mesure la surmédiatisation, les réseaux sociaux, la télé, tout ça, n'est pas en train, peut-être, pas d'inventer un coronavirus, mais
Oui, enfin s'il n'y a pas une mise en scène aussi de cette épidémie-là et que ça n'entretient pas la machine, quoi. Je ne sais pas si c'est une question pertinente, mais en fait, ça me... Ben si, c'est une question. C'est une question. Je n'ai évidemment pas la réponse, mais je pense elle doit nous alerter et aussi en rapport avec... Enfin, on doit se la poser à soi-même, parce qu'effectivement, la différence, c'est que à la Salpêtrière, l'organisation, ce dont parle Didier Huberman, c'était de dispositifs. La photographie, c'était pas n'importe quoi. Il fallait, effectivement, c'était cher. Il y avait du temps de pause, comme vous dites justement. N'importe qui n'avait pas un appareil de prise de photographie. Aujourd'hui, oui. Et donc, s'il y a une sorte de mise en scène de l'épidémie, à la différence du temps de Charcot, tout le monde y participe. Et nous, comme les autres, ni plus ni moins. Et c'est tout à fait frappant. C'est-à-dire que, effectivement, quand on revoit, on en parlait avec Arthur, quand on revoit, disons, l'album photo ou simplement la mémoire de notre téléphone sur l'imaginaire du premier confinement, ce qu'on faisait, les apéros Zoom, les conneries... Enfin, déjà, ça paraît très, très loin, quoi. On est complètement séparés de ce truc-là. Et on y a participé. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais enfin, en tout cas, on a quand même été les acteurs à une échelle inconnue d'une grande fabrique mondiale de l'image, qui était en plus assez pauvre et répétitive. Hein. Donc, c'est assez intéressant. Moi, ça m'a beaucoup frappé, effectivement, de voir comment, d'une certaine manière, c'est pour ça que le présentisme, c'est compliqué, parce que c'est vrai, une sorte de temps interminable et indistinct, et en même temps qu'on a besoin de découper en périodes. Premier confinement, deuxième confinement, etc. Et ces périodes sont des prisons. C'est-à-dire que pour moi, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à faire coïncider ces différentes périodes, à me souvenir que c'est moi qui les ai vécues. Elles cloisonnent aussi et elles séparent notre propre vie, quoi. Et on a effectivement maintenant, aujourd'hui, dans notre poche, ce qui exigeait un investissement technique, financier et politique beaucoup plus lourd au temps de la crise hystérique. Et je me permets de rajouter quelque chose, que ça me fait penser à... mais je rebondis sur la réaction de Laure sur l'injonction à raconter dès maintenant un truc dont on ne s'est même pas remis. Ça participe aussi de cette invention de... Je mets des guillemets à invention, on ne me voit pas, mais... d'invention de coronavirus, de demander aux penseurs, aux philosophes, de tout de suite analyser une situation qu'on n'a même pas digérée. Est-ce que ça participe pas aussi de... Je sais pas de quoi, j'ai pas les mots là, mais... Non, mais bien sûr, évidemment, de cette, de cette incapacité, effectivement, à lâcher, à ne pas tout retenir et à renoncer à un certain nombre de choses. Je pense qu'il y a un moment, effectivement, où on se libérera, on s'allègera, on s'apaisera en renonçant à des choses qu'on avait prévu de faire et qu'on abandonnera le cœur léger. Voilà. Moi, je pense ça, c'est pas une résignation, c'est une manière de reprendre pied dans notre propre vie et arrêter de se faire balloter par les événements. Ça ira peut-être mieux dans 15 jours, on se revoit dans 15 jours, on vous donne une nouvelle date. Bon, là, on peut aussi dire, non, mais désolé, mais bon, jusqu'en juin, vous ne me revoyez plus. Ou pas comme ça. Enfin, je ne sais pas s'il y a le temps ou si oui, on s'arrête là. Allez-y. Non, mais justement, là-dessus, ce que je trouve... ce qui me frappe beaucoup dans ce que vous dites, c'est cette question du deuil et du travail sur le deuil. Et moi, j'ai l'impression
que justement on a perdu. Je ne sais pas si c'est exact qu'on a eu cette capacité collectivement, c'est plutôt à vous de me le dire, mais qu'on a perdu la capacité collective de perdre. Que c'est comme si, nous, le monde dans lequel on est né, en tout cas, au moins les 50, 70 dernières années, on va dire, on a quand même une idée que ça va être que mieux, que ça va que augmenter, que ça va être que plus confortable, que les ressources sont que infinies, et c'est le contraire de la réalité matérielle. Et que par exemple, je ne sais pas, Laure disait, bon, alors on nous dit beaucoup qu'on est la génération, on l'a réentendu cette semaine même encore, qu'on est une génération qui va trouver quelque chose. Et je me demande si ce blocage aussi, cette espèce de chose, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se délite, ça a à voir avec le fait de toujours vouloir transformer immédiatement un problème en quelque chose d'encore mieux, au lieu d'accepter simplement qu'on va continuer à perdre et qu'il y a des choses qu'il faut perdre totalement. Je réfléchissais au deuil collectif justement qu'on a eu ces dernières années et je pensais seulement aux attentats qui sont effectivement transformés comme des événements galvanisants d'unité nationale. Est-ce qu'on a fait un véritable deuil collectif ce siècle, je veux dire, après la Seconde Guerre mondiale? Est-ce qu'on a fait est-ce qu'on peut inventer ça? Parce que je crois que ces étapes de deuil dont vous avez parlé, ce n'est pas des choses qu'on a complètement perdues de vue, mais elles sont devenues comme une chose qu'on peut seulement faire dans un chemin spirituel intime qu'on fait chacun chez soi. Mais que ça ne concerne pas le monde, que ça ne concerne pas la société, que la société, ça va que vers plus. Ce n'est pas vraiment une question, j'en sais rien. Non, c'est très beau ce que vous dites, je vous remercie beaucoup. Effectivement, perdre la capacité de perdre, j'entends ce que vous dites. Et c'est aussi, pourtant, je sais que Joël voulait parler du catastrophisme, de la collapsologie, qui est en fait une manière aussi de reporter toujours infini, dans un horizon un peu apocalyptique, donc mythologique, cette capacité on se définit par ce à quoi on renonce, ce qu'on décide effectivement de ne pas faire de sa vie aussi. Moi, il y a des choses effectivement les choses qui me constituent comme homme, c'est les moments de ma vie où j'aurais pu faire quelque chose que je n'ai pas fait, où je me suis retenu, y compris de choses qui auraient pu être bien ou prestigieuses, mais que finalement, j'ai pas fait. Et c'est vrai que c'est pas si facile que ça d'accepter comme projet collectif l'idée pourtant simple qu'on n'est pas obligé de faire toujours, tout de suite, tout le monde, tout ce qu'on peut faire. C'est le problème de la science aujourd'hui. Et c'est pour ça que si la science a ce problème, ça veut dire qu'elle en vient à compromettre l'idée même de progrès. Et donc ça rejoint très exactement ce que vous venez de dire. Je vous propose que on continue, parce que j'arrive pas à comprendre là, les gestes. Il faut me parler. On continue. Que dit Arthur? Alors c'est Raphaël, je crois, c'est ça? Pardon, c'est Raphaël. Oui. Bonsoir. C'était en lien avec ce que disait Laure, en fait, et aussi Alice. En fait, bon, on est tous animés par la même chose, je crois. C'est pas étonnant, mais on nous dit en effet beaucoup, comme un encouragement. Nos aînés dans le monde artistique nous disent souvent, en ce moment, c'est chouette parce que, c'est chouette. Il peut y avoir quelque chose de chouette là-dedans. Comme si l'inertie actuelle était une occasion pour nous de nous saisir de quelque chose de nouveau. Et comme si tout, jusqu'à présent, n'avait été comme une toupie qui tourne très vite et sur laquelle, de fait, on ne peut pas grimper sans craindre d'être immédiatement expulsé. Et là, à l'heure actuelle, la toupie est à l'arrêt. C'est le moment de grimper dessus.
d'un point de vue historique, mettons, est-ce que oui, est-ce qu'on peut croire à ça? Moi, j'aimerais y croire. En même temps, en effet, on est dans une situation où on a du mal quand même à se projeter. Mais est-ce que d'un point de vue historique, peut-être que c'est en effet quelque chose qui a été avéré dans le passé? Ça a pu arriver. Ouais. L'ensemble, quand même, par exemple, puisqu'on parle de théâtre, du dispositif institutionnel dans lequel on est en France, naît quand même d'une utopie d'après-guerre, voilà, qui est voilà, le théâtre de Villars, qui est proprement une utopie d'après-guerre. C'est une manière de penser et d'imaginer un après de la guerre. Et à un moment où quand même, voilà, les ressources économiques, humaines, étaient quand même très épuisées. Donc, ça, c'est possible, je crois. Enfin, je ne vois pas au nom de quoi je pourrais dire non, non, ça n'existe pas, continuer à désespérer. Non. Maintenant, c'est pas forcément dans. Ce que je veux dire, c'est que l'histoire, enfin pour moi, je vais dire un truc très très banal et très général, mais l'histoire, c'est l'art de se souvenir de ce dont on est capable, comme homme et femme en société, et on est capable de toujours plus qu'on le pense. Voilà, une manière d'ouvrir le temps au possible, à des possibilités du futur, et montrer qu'à tout moment, au fond, plus de choses ont été possibles qu'on le pense. C'est la seule voie pour l'encouragement aujourd'hui. Donc, je ne sais pas, il ne faut pas non plus pousser au crime, mais je crois vraiment que, par définition, on peut prendre comme, on va dire, hypothèse raisonnable que les choses sont toujours... Enfin, il y a plus de choses possibles qu'on veut bien l'admettre. Et que, voilà, et en particulier pour la jeunesse. Toujours. Donc aujourd'hui, sans doute particulièrement, mais dans un moment qui est si difficile qu'il ne faut pas non plus que vous oubliez de vous plaindre. La phrase de Peter Handke, je ne me plains pas, je porte plainte. Ouais, ouais. Alors de porter plainte. Assez haut. On arrête là ? Ben, merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup. Merci à une vous. fois à vous, Merci. chers élèves. Merci, et merci Joël. à Arthur et Anne et à toute l'équipe du TNB pour ce moment partagé que j'espère on va recommencer, réitérer. Parce que c'est pas mal finalement le Facebook Live avec les élèves du TNB devant nous. Merci mille fois, Patrick.